Angèle pour l'actuelle news du 29 avril. Aujourd'hui, nous allons parler notamment du ROG Ally, de IA et Apple, entre autres, de Mediapart, de Kingdom Hearts 4, ainsi que quelques actualités manga. Oh, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Merci de me regarder de plus en plus souvent. Merci de me laisser un commentaire ou un pouce sur mes vidéos YouTube. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne Twitch. Merci énormément. Merci pour ceux qui sont là. Et nous, on commence les news. En sachant que vous pouvez commenter durant toute l'intégralité de cette émission et je répondrai à vos commentaires, enfin, ou à vos commentaires sur le chat Twitch dès à la fin de cette émission, puis pour débattre de l'actualité. Chose qui est la base de ce que je voudrais dans cette diffusion Twitch, c'est que c'est de créer un contenu exclusif à Twitch, un contenu exclusif à YouTube, sur le base d'une rediffusion pour ceux qui veulent actualité mais qui n'ont ni Twitch et tout. Et donc d'avoir deux débats possibles, ce qui est pour moi plus intéressant que d'avoir qu'un seul pôle de débat voilà, qui est pour moi inintéressante. Et puis j'essaie de voir si je pourrais même diffuser mes vidéos autre part, genre TikTok. Apparemment, s'ils font moins de 30 minutes, ce serait bon. Donc, j'essaye de faire des vidéos assez courtes. Non pas pour l'algo de YouTube machin, mais plutôt pour m'adapter à une plateforme qui demande. Voilà. J'espère que ce contenu vous plaira. Et nous, on commence. Attendez, petit schmoll. Un, intermission. Voilà. Alors, nous commençons avec Kingdom Hearts 4 qui serait programmé pour 2025. Annoncé en avril 2022 dans le cadre du 20e anniversaire de la franchise, Kingdom Hearts 4 ne s'est plus du tout montré en cours de ces 2 dernières années. Pourtant, la sortie de ce jeu ne semble pas si lointaine. Selon l'insider Daniel RPK sur son Patreon, le quatrième opus de la saga sortira dès 2025. Il ne donne pas plus de précisions pour l'instant. D'après d'autres rumeurs, le développement aurait commencé en 2020. Une arrivée de Kingdom Hearts 4 l'année prochaine paraît donc plausible. Alors, je me souviens du trailer avec des en pleine ville un peu new-yorkaise, je dirais, dans le style. Et avec des gros robots, grosses créatures, avec un combat épique. Le trailer m'avait donné envie de d'y jouer en tout cas. Un leaker affirme que la Switch 2 pourrait être lancée lors du deuxième semestre de 2024. On est sur des gros leaks, donc des grosses pinces à salade ou comme vous voulez, sont de rigueur. Il semblerait que les espoirs de voir la prochaine console de Nintendo en 2024 ne soient pas tout à fait enterrés. Du moins, c'est ce que prétendent de nouvelles rumeurs. Tout provient du leaker Ore XDA sur la plateforme X. Il affirme que les contrats ont été négociés dans l'esprit concernant les composants de la machine. Il spécifie également qu'elle devrait être lancée dès le second semestre de cette année. Voici les composants en question. Une puce Tegra D239 produite par Samsung Foundry.
Donc, ils produisent la puce et la puce, donc cette puce Tegra 239 est une puce de chez Nvidia, produite par Samsung, parce qu'Nvidia n'est pas un fondeur mais un fabricant de cartes graphiques. Et ce Tegra-là serait éventuellement plus puissant qu'une PS, genre une PS4 ou une Xbox 360. Donc, ce qui lui ferait énormément de bien. Un écran LED, fabriqué aussi par Samsung. Il a noté que des modèles LCD pourraient être commercialisés en premier, en utilisant les écrans de Sharp Display. Si nous suivons donc à la lettre ces informations, un modèle OLED est déjà en production, tandis qu'un autre LCD, cette fois-ci, devrait sortir avant. Donc ce serait une console limite. Et ils ont oublié aussi le VNAND, donc c'est-à-dire bah, tout ce qui est SDD et cartouches, qui seront aussi en VNAND apparemment, qui serait d'origine Samsung. Donc ce serait une console 100% Samsung. Intéressant. Après, faut voir si Samsung va s'autoriser bien sûr avec un corps Nintendo, une compatibilité avec ses téléphones, ses tablettes, ses télés même. Faut voir, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, Tekken 8. La saison 1 se présente avec un mode photo, une arène inédite et l'arrivée de Lydia. Bandai Namco a mis en ligne un trailer qui illustre les différentes nouveautés qui seront apportées à Tekken 8 dans le cadre de la saison 1. Dans un avenir proche, les développeurs apporteront un meilleur équilibrage général au combat par le biais d'une mise à jour. Toujours gratuitement, un niveau supplémentaire nommé Seaside Resort débarquera dans le courant de l'été. Il sera accompagné d'un mode photo. Cet automne, un nouveau chapitre de l'histoire principale sera également accessible. Enfin, en rayon des personnages inédits, on retrouvera cet été Lydia qui sera intégrée au Playable Character Year One Pass. Mais à quoi elle ressemble, cette, cette fille? Alors, ouais, on va se lancer via YouTube. Non, on va éviter les copyrights, hein. Voyons voir. Mhm. Taken Project. Yes. Unreal Engine. Mhm. Oui. Donc ça doit. Donc, non. Bah alors, vous l'avez présenté ou pourquoi mhm. Voilà, enfin la présentation. Photo mode, d'accord. Mhm. D'accord. Ah, ils vont même pas la présenter. Ah si, c'est à la fin, j'allais dire. Mhm.
Ah ouais, une Ryu en rose et blanc. Ouais, bon bah j'aurais fait une plaisir. Nous suivons donc après ce trailer, Nexon développerait un MMORPG Game of Thrones. C'est une rumeur autour d'un projet très ambitieux qui nous parvient aujourd'hui. En effet, le site Red Namian Intelligence rapporte qu'une filiale de Nexon serait actuellement à l'œuvre sur un RPG prenant place dans l'univers Game of Thrones. Le jeu permettrait aux joueurs d'explorer le Nord avec des lieux emblématiques tels que Winterfell, le Mur, et d'autres zones pourraient également être accessibles. L'histoire se déroulait chronologiquement parlant aux alentours des saisons 4 et 5. Différents personnages comme Jon Snow, Roose Bolton ou encore Sam Tarly se seraient de la partie. Cependant, les acteurs de la série HBO ne prendraient pas part au projet. Au début de son aventure, le joueur aurait la possibilité de choisir entre un héros et une héroïne. Celle ou celui-ci qui nous n'incarneront pas serait malgré tout impliqué dans l'histoire, un peu à la manière d'un Mass Effect Andromeda. Enfin, aucune information précise n'a été donnée quant à une possible période de sortie. Donc c'est-à-dire que soit on jouerait Après, oui, j'ai pas d'idée là, c'est entre 4 et 5, mais qu'est-ce qu'on jouera? Est-ce qu'on jouera un garde de la nuit, un Targaryen, un Lannister, un Stark? La Rogue Ally d'Asus bénéficie désormais du Fluid Motion Frames d'AMD. La nouvelle technologie qui fait son entrée sur la console d'Asus, à savoir la Rogue Ally, il s'agit du Fluid Motion Frames, plus communément appelé FMF. Cet ajout a pour bénéfice d'augmenter les FPS en jeu, notamment ceux basés sur les API DirectX 12 et DirectX 11. Pour en profiter, il suffit de mettre à jour les pilotes High GPU ainsi que l'ACE d'Asus. Cet acronyme ressemble au tatouage que Ace dans One Piece a, je trouve. À moins que ce soit vraiment un historique par rapport à ce personnage, ce sera amusant. BenQ, BenQ plutôt. L'écran gaming de 24,1 pouces, le Zowie XL 2586X sera disponible le 8 mai au prix de 1150 $. Avant de vous dire les caractéristiques, on va... Ah ouais, même en euros, 1080 €, la vache. Teasé par la marque depuis quelques mois déjà, le moniteur de jeu nous livre enfin toutes les informations nécessaires, y compris son prix et sa date de sortie. En effet, c'est désormais confirmé que BenQ nous donne rendez-vous le 8 mai pour la sortie de son écran au prix de 1150 €. Pour ce prix, vous bénéficiez d'un taux de rafraîchissement de 540 Hz, de la technologie Die Ace 2 permettant de réduire le flou de mouvement et les artefacts à l'image, ainsi qu'un panneau Fasten offrant un temps de réponse rapide de 0,5 millisecondes GTG. De plus, il offre une diagonale de 24,1 pouces et en résolution Full HD. Il se distingue également par son design atypique que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Alors, bah voilà le Rogalai avec un truc. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, encore une news tech. IA, Apple négocie avec OpenAI pour introduire cette technologie dans les prochains iPhones. Apple et le créateur de ChatGPT, OpenAI, mènent actuellement des discussions. Elles pourraient permettre l'arrivée d'outils d'IA génératifs sur l'iPhone.
Les ambitions d'Apple sur l'IA commencent à être connues. Alors que les produits les plus populaires comme Gemini sont accessibles sur le net, la firme de Cupertino espère, elle, pouvoir séduire en proposant des IA en local, sans avoir à se connecter sur le web. Un projet pour lequel elle a déjà effectué des rachats de sociétés, mais la société californienne aspire aussi à bénéficier des outils plus traditionnels du secteur. Ce qui l'amène à discuter avec des gens comme OpenAI, ceux qui font ChatGPT. GPT plutôt. Apple et OpenAI ont repris des discussions sur l'intégration de la technologie sur ces dernières, à l'intérieur des iPhones, nous apprend Reuters. Les gens fondés par Steve Jobs espèrent en effet pouvoir proposer dans ces smartphones des fonctions d'IA génératives développées par OpenAI. Les discussions portent à la fois sur les termes d'un arrangement, mais aussi sur la façon dont la technologie de l'entreprise de Sam Altman pourrait se marier avec les iPhones. L'objectif est d'avoir un premier résultat avec la sortie d'iOS 18. On est quoi? On est en... L'iOS, on est en 16 ou 17? Non, 16, hein, je pense. Dans le domaine de l'IA générative, Apple est un secteur ouvert, ce qui fait jouer la concurrence, car malgré son prestige, OpenAI n'est pas la seule entreprise que la marque à la pomme croquée et sollicitée. Des échanges ayant aussi lieu cette dernière, entre ces dernières et Google, et échanges portant sur l'arrivée potentielle de Gemini sur l'iPhone. D'après Bloomberg, aucune décision définitive ne sera prise au sein d'Apple. Il sera aussi possible que les gens choisissent l'un des deux partenaires ou bien les deux, voire tout simplement qu'ils s'orientent vers un nouveau choix. Autant dire que la direction ne semble pas très pressée, alors que la présentation d'iOS 18 aura lieu durant ce mois de juin 2024. Mediapart refuse l'argent de Google au titre des droits voisins. On vous explique pourquoi. Le journal d'investigation vient de refuser l'argent qu'allait lui verser Google au titre des droits voisins et Mediapart évoque une question de transparence pour justifier son refus. Depuis une directive européenne en date de 2019, les journaux sont considérés pouvoir obtenir auprès des gens du net, tels que Google, une somme d'argent au titre des droits voisins. Il s'agit pour le législateur de rémunérer la réutilisation du contenu produit par les médias sur les grandes plateformes numériques. Un exercice auquel se plie Google, mais à des conditions qui ne satisfont pas Mediapart, raison pour laquelle le journal a refusé la somme qui lui était due. Mediapart dit non à l'argent de Google. Au mois d'octobre dernier, l'organisme de gestion collective des droits voisins de la presse OGC TVP, qui représente 305 éditeurs et agences de presse comme l'AFP ou Le Monde, avait obtenu un accord avec Google, mais si depuis les titres de presse ont bien validé le paiement effectué par le géant américain, Mediapart de son côté a décidé de refuser. Je vais y arriver. En mars 2024, Mediapart aurait pu toucher une substantielle somme en contrepartie de l'usage par Google de nos articles et donc de nos informations exclusives sur son moteur d'achat. Mais en l'absence de transparence, nous avons stoppé l'arrivée du virement sur nos comptes, indique ainsi le journal. Une bataille pour la transparence. En effet, le Mediapart critique les conditions d'opacité imposées par le contrat. Une condition incontournable pour notre journal n'a pas pu être arrachée. Non, une condition incontournable pour notre journal n'a pu être arrachée. La transparence sur le contrat signé et ses modalités d'application nous informent le média. Une façon pour Google, selon Mediapart, de ne pas reconnaître publiquement la valeur de l'information. Pour le moment, la somme substantielle que Mediapart devrait recevoir pour 3 années d'utilisation de ces articles reste dans les réserves de l'OGC-DVP. Avec cette décision, le média fondé par Edwy Plenel, Plenel, oh, il, il y a plus de 15 ans,
il y a plus de 15 ans, espère lancer un mouvement de fond dans le secteur et être rejoint par d'autres. Afin de pouvoir faire présence sur Google, l'objectif à terme est d'obtenir du Parlement d'inscrire dans la loi le refus du secret dans la question des droits voisins. Une annonce de fin de manga et c'est fini donc pour le manga Fate Apocrypha. Après près de 8 années de publication, le manga Fate Apocrypha d'Akira Ishida vient de toucher à sa fin au Japon. C'est très précisément vendredi dernier, le 26 avril, que le dernier chapitre a été publié au sein de la 6e édition annuelle du magazine Camp Ace, des éditions Kadokawa. Lancé en 2016, le manga totalisera 16 volumes. Le dernier opus paraîtra le 25 juin dans les librairies au Japon. La série adapte le light novel du même nom, écrit par Yuichiro Higashide et illustré par Ototsuku Konoe, proposé chez nous aux éditions Otto. 12 volumes sont disponibles. Rappelons qu'une adaptation animée du roman fut produite par le studio A1 Pictures en 2017. Elle reste disponible pour nous sur Netflix. Et enfin, une bonne nouvelle. Oui, le manga JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run adapté en anime. Pour tous les fans, n'est-ce pas? La série animée JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Runs sera toujours produite par le studio David Productions. La saga JoJo's Bizarre Adventure Urusei Yatsura Firefox. La date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Plus d'informations prochainement. Alors, le synopsis, je vais vous faire quoi quand même. Steel Ball Run est le septième volet de la série JoJo's Bizarre Adventure, se déroulant dans un nouveau contexte narratif. Situé en Amérique en 1890, cet arc suit Johnny Joy Star, un jockey paraplégique, et son moteur, Giro Zeppeli, dans une course de chevaux traversant le pays de San Diego à New York, avec à la clé un prix de 50 millions de dollars. En, en apprenant de Geo la technique mystérieuse du spin, Johnny Joestar développe également une capacité stand. Au fil de leur périple, ils découvrent la véritable nature sinistre de la course style Bull Run. Orchestrée par le président des États-Unis, Funny Valentine, dans le but de rassembler les reliques du corps de Jésus-Christ pour asseoir la suprématie mondiale des États-Unis. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour le moment. Est-ce que j'ai du monde? Alors, pas de monde, dommage. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et nous, on se rejoint à 18h30 pour une session gaming sur pareil. On continue, hein, après tout. Sur Call of Duty, un peu de Warzone pour les scans quotidiens. J'en suis à 13 sur les 27 qui m'intéressent. Donc 15 jours encore de scan à se faire et puis après ce sera bon. Et sinon, si le gaming vous intéresse pas et mon émission vous intéresse, rendez-vous à 12h45 sur Twitch ou à 19h sur YouTube pour la rediffusion de cette émission. Je vous souhaite encore une fois une bonne après-midi. À ce soir ou à demain. Et bon courage à tous.